Au début de l'année 2026, une purge administrative discrète et parfaitement coordonnée eut lieu au sein de la bureaucratie de Buckingham Palace. 5 personnes directement liées à la famille Parker Bowles furent effacées définitivement et sans bruit des archives royales officielles, des répertoires de patronage, des conseils consultatifs et des listes de personnel de la maison royale. Aucun communiqué de presse, aucune déclaration officielle du palais, aucune information préalable ne fut fournie aux correspondants royaux privilégiés. L'homme disparurent tout simplement des rouages de la monarchie britannique. Si la disparition soudanée des membres de la famille de la reine consort de l'appareil royal constitue un événement significatif en soi, la véritable gravité de la situation réside dans les modalités de sa mise en œuvre. C'est la princesse Anne, princesse royale, qui a initié et imposé cette radiation. De plus, c'est le roi Charles III qui a donné l'autorisation exécutive explicite de cette mesure administrative sans précédent. Dans une décision qui a profondément restructuré les rapports de force au sein de la maison de Windsor, un monarque régnant a cautionné une action institutionnelle ciblée contre la famille de sa propre épouse. Pour saisir toute la portée de cet événement, il est nécessaire de dépasser le faste public de la monarchie et d'examiner les rouages bureaucratiques silencieux et opaques qui régissent le véritable pouvoir royal. Les listes royales, les listes de patronage et les comptes du duché de Cornouailles ne se mettent pas à jour automatiquement. L'inclusion ou l'exclusion d'une personne requiert une proposition formelle, une analyse rigoureuse de l'image institutionnelle, un calendrier précis et, en dernier ressort, l'approbation de la direction. Le grand public est resté totalement ignorant de ces exclusions. Les absences ont d'abord été détectées par le réseau spécialisé de correspondants royaux, d'analystes financiers et d'observateurs du palais, qui recoupent minutieusement les registrés de la maison et les déclarations financières. Lorsque ces chercheurs ont contacté le palais pour obtenir des éclaircissements concernant les noms manquants, ils se sont heurtés à un silence total. Dans le contexte très codifié des communications royales, un démenti explicite est une déclaration qui se prête au débat. Le silence complet est la confirmation définitive d'une position inflexible. Les cibles de cette purge administrative étaient précises et calculées. Le nom le plus en vue écarté fut celui de Tom Parker Bowles, fils de la reine Camilla. Auteur culinaire à succès, écrivain et personnalité de la télévision. Il avait passé des décennies à cultiver une notoriété qui semblait largement indépendante du statut royal de sa mère. Cependant, cette indépendance professionnelle était fortement favorisée par l'infrastructure invisible de la proximité avec la famille royale. Cette infrastructure comprend un accès privilégié au cercle d'élite, un traitement prioritaire pour les nominations importantes et la bienveillance institutionnelle tacite dont bénéficie automatiquement l'enfant d'une reine consorte. Laura Lopez, fille de Camilla, fut également écartée. Bien que moins médiatisée que son frère, elle avait constamment profité de cette même proximité institutionnelle, participant à des événements royaux exclusifs et évoluant dans les espaces du palais avec une autorité naturelle. Outre Tom et Laura, 3 autres personnes appartenant au vaste réseau Parker Bowles ont été déchues de leurs fonctions discrétionnaires, de leur rôle de conseiller et de leur patronage. Ces types de nominations font rarement la une des journaux lors de leur attribution, ce qui les rend particulièrement faciles à démanteler sans attirer immédiatement l'attention des médias. L'éviction de ces 5 personnes a anéanti une présence institutionnelle qui avait nécessité 2 décennies de construction.
après le mariage civil de Charles et Camilla 1 avril. 2005, Buckingham Palace a entrepris une vaste stratégie de réhabilitation patiente et minutieusement orchestrée afin de normaliser Camilla aux yeux d'un public britannique profondément sceptique. Un pilier central de cette stratégie était l'intégration progressive de la famille Parker Bowles dans la sphère royale. Pendant plus de 20 ans, ils sont devenus des figures incontournables et reconnues de l'entourage royal. La décision administrative de la princesse Anne a réduit à néant ce projet de 20 ans, un temps record démontrant que si la construction d'une présence institutionnelle prend des décennies, une simple directive suffit à la détruire. L'élément déterminant de cette opération réside dans l'idéologie de son instigatrice, la princesse Anne. La mise en place du réseau Parker Bowles n'était pas motivée par une mesquine rancune familiale, mais bien par l'application rigoureuse d'un principe qu'elle a défendu toute sa vie. La princesse Anne incarne la méritocratie royale. En 1976, elle a représenté la Grande-Bretagne aux Jeux olympiques de Montréal en équitation. Elle n'a bénéficié d'aucune exemption royale ni d'aucun traitement de faveur pour se qualifier. Elle a gagné sa place au sein de l'équipe nationale grâce à des performances sportives exceptionnelles. Elle a appliqué cette exigence de mérite rigoureuse à sa vie familiale, prenant la décision délibérée et sans précédent de refuser les titres royaux à ses propres enfants, Peter Phillips et Zara Tindall. Anne s'est assurée qu'il ne soit jamais rémunéré par la famille royale et qu'il n'ait jamais accès aux ressources du palais. Elle a exigé qu'il mène une vie indépendante, qui a permis à Peter de faire carrière dans le management sportif et à Zara de briller comme cavalière olympique. Aucun des enfants d'Anne ne dépend de la proximité de la couronne pour ses revenus ou son statut social. En retirant les noms de Parker Bowles, la princesse Anne appliquait activement ses propres critères, intransigeants à la famille de sa belle-sœur. Pendant 20 ans, Anne avait observé le réseau Parker Bowles bénéficier d'un modèle de proximité royale. Un système où la proximité du pouvoir se traduit automatiquement par un accès privilégié du prestige et des avantages financiers discrets. Ce modèle représentait l'antithèse même de la conviction profonde d'Anne, selon laquelle l'institution monarchique doit être méritée par le devoir et non exploitée par le mariage. Anne a toujours effectué plus d'engagements publics par an que presque tous les autres membres actifs de la famille royale, agissant discrètement et efficacement sans rechercher la notoriété médiatique ni l'adulation du public. De son point de vue, l'intégration des enfants de Camilla et de son réseau au sein de l'infrastructure royale constituait une vulnérabilité institutionnelle inacceptable. La princesse Anne n'est pas parvenue à cette conclusion. Début 2026, elle nourrissait cette conviction depuis 20 ans. Son intelligence résidait dans son extraordinaire patience. Elle a attendu 2 décennies que les conditions institutionnelles précises soient réunies afin que ses actions soient perçues comme une réforme nécessaire et non comme une vengeance personnelle. Cette conjonction parfaite s'est produite après l'arrestation très médiatisée du prince Andrew en février 2026, suite à son implication dans le scandale Jeffrey Epstein. Les répercussions internationales qui s'ensuivirent exercèrent une pression immense sur Buckingham Palace, l'obligeant à faire preuve d'une responsabilité absolue et à éradiquer toute apparence de népotisme ou de privilèges indus. Dans ce contexte explosif écartèrent les individus qui ne dépendaient que de leur proximité avec la famille royale n'était pas seulement d'une question de principe. C'était une question de survie institutionnelle urgente. Anne sut parfaitement saisir la situation historique et mena à bien cette purge.
Cependant, la princesse royale n'aurait pu modifier les registres officiels du palais sans l'autorisation explicite du souverain. Le roi Charles III a activement approuvé la radiation de la famille et de son épouse des listes royales. Pour comprendre cette trahison en apparence brutale, il est nécessaire d'analyser la situation physique et psychologique du roi. Fin 2025 et début 2026. Charles a eu 76 ans en novembre 2025, alors qu'il suivait un traitement médical intensif pour un cancer diagnostiqué en février de 2024. Diriger une institution mondiale tout en gérant une maladie grave modifie profondément le processus décisionnel d'un monarque. L'attention se déplace irrévocablement de la gestion politique quotidienne vers la pérennité de l'héritage historique. Lauroi. Charles réfléchit discrètement à la manière dont l'histoire retiendra son règne, notamment à l'ombre des scandales retentissants impliquant le prince Andrew. Mieux que tout autre membre de la famille royale vivante, il comprend à quelle vitesse un seul membre peut infliger des dommages irréversibles à une institution millénaire. Lorsque la princesse Anne a présenté sa proposition de retirer les noms des Parker Bowles des listes officielles, Charles n'a pas eu besoin d'être longuement convaincu. Il a immédiatement compris que l'influence de la famille de son épouse au sein de l'institution dépassait largement ce que le climat public actuel extrêmement critique pouvait tolérer. Lauroi. Charles a toujours fait preuve d'une capacité implacable à dissocier ses affections personnelles de ses devoirs constitutionnels. Son amour pour la reine Camilla est un fait historique avéré. Il a enduré des décennies d'hostilité publique intense et de frictions constitutionnelles pour garantir sa position d'épouse et de reine consorte. Cependant, Charles reconnaissait que Tom Parker Bowles, Laura Lopez et leur entourage n'étaient pas la femme qu'il avait épousée. Leur présence continue au sein de la famille royale n'était pas une condition de son dévouement conjugal. Il est parfaitement capable de nourrir une profonde affection pour son épouse, tout en faisant preuve d'un pragmatisme froid, considérant que la présence de sa famille représente un handicap stratégique pour la couronne. De plus, la décision du roi d'autoriser la princesse Anne à mener à bien. Cette purge fut un coup de maître en matière d'organisation administrative. Charles ne s'opposa pas directement à Camilla et ne publia aucune directive officielle signée par le palais. En accordant discrètement son approbation à Anne et en la laissant prendre les rênes, il lui conféra une couverture institutionnelle à l'ensemble de l'opération. Anne étant universellement respectée pour son intégrité et son absence d'ambition personnelle. Son implication permet de présenter ces évictions comme une mesure nécessaire et de principe, plutôt que comme une action unilatérale et hostile d'un mari contre la famille de son épouse. Il s'agissait d'une stratégie propre et parfaitement dissimulable, qui permit d'atteindre l'objectif visé sans que le roi n'y laisse la moindre trace. Le catalyseur invisible de toute cette restructuration est le prince William, prince de Galles. Au cours des 12 derniers mois, son autorité au sein du palais de Buckingham s'est considérablement accrue. Le roi Charles a délibérément facilité cette transition de pouvoir, accordant officiellement à William et Catherine l'autorisation de délivrer des mandats royaux en 2025, un privilège historiquement réservé aux monarques régnants. À mesure que la santé du roi se détériorait, William a acquis une latitude croissante quant à l'orientation stratégique de la monarchie. Le prince William a instauré une politique de tolérance zéro concernant les liens familiaux avec la couronne. Il est fermement convaincu
que quiconque se prévaut de cette proximité sans exercer de rôle direct fonctionnel et opérationnel représente un risque pour la survie de l'institution. Il a appliqué cette philosophie rigoureuse à la gestion du duché de Cornouailles et l'a étendue à l'ensemble de la maison du prince Andrew. Dans sa vision stratégique d'une monarchie allégée et hautement efficace, la liste des employés de Parker Bowles constituait un élément perturbateur dangereux qu'il fallait éliminer sans délai. L'alignement du prince William et de la princesse Anne sur cette question précise a créé une force institutionnelle irrésistible. William marqué à l'âge de 15 ans par la mort traumatisante de sa mère. La princesse Diana est devenue un héritier convaincu que la monarchie doit être plus restreinte, plus transparente et fondée exclusivement sur le mérite. Sa tante, la princesse royale, incarne cette philosophie depuis 50 ans. Lorsque le futur roi et la membre la plus respectée de la famille royale se sont unis pour abolir les privilèges indus, la famille Parker Bowles était totalement impuissante. Catherine, princesse de Galles, a joué un rôle d'une grande finesse et d'une grande détermination dans cette transition de pouvoir. Suite à sa guérison rendue publique et transparente de son cancer en 2024, elle a suscité une immense vague d'affection à travers le monde. Au sein de la famille royale, l'admiration du public se traduit directement en autorité institutionnelle. Catherine a su utiliser cet immense capital politique avec une grande prudence. Elle n'est pas seulement une épouse dévouée, mais une véritable co-stratège aux côtés du prince William. Elle a joué un rôle de premier plan dans la coordination de la réponse du palais à la crise du prince Andrew et dans la mise en œuvre cohérente du programme de réforme de William dans tous les départements. La suppression du réseau Parker Bowles s'inscrit parfaitement dans la vision commune qu'elle et William partagent pour l'avenir. Catherine n'a pas besoin de faire de déclaration concernant cette purge. Son ascension discrète au cœur du pouvoir palatial bouleversait naturellement les structures de pouvoir précédentes. La réalité opérationnelle de l'influence grandissante de Catherine représente une menace grave et immédiate pour la position de la reine Camilla. La femme qui accumule rapidement l'autorité suprême au sein du palais de Buckingham n'est pas l'alliée de Camilla. Elle est son héritière directe. Chaque initiative stratégique de Catherine pour se rapprocher du centre du pouvoir institutionnel redéfinit et affaiblit de fait la position de la reine consort actuelle. La reine Camilla a été totalement prise au dépourvu par la suppression des noms de sa famille. Ayant survécu à 20 années d'une surveillance publique incessante et d'intrigues de palais complexes pour obtenir le titre de reine consorte, elle est experte dans l'analyse des dynamiques changeantes du pouvoir royal. Cependant, début 2026, son attention était entièrement concentrée sur la gestion des conséquences du scandale du prince Andrew et sur le suivi attentif de la consolidation de l'autorité du prince William. Elle se prémunissait contre les menaces du futur roi et des médias. Elle ne surveillait pas la princesse Anne. La précision et la rapidité de l'opération ont permis que les 5 noms soient définitivement effacés avant même que Camilla ait eu l'occasion de se défendre. La perte subie par Camilla et sa famille dépasse largement la simple radiation symbolique de leur nom d'un registre numérique. Ils ont perdu l'infrastructure invisible et précieuse de la monarchie. Lorsqu'un nom est retiré des listes royales officielles, les portes du privilège ne se ferment pas brutalement. Elles deviennent simplement extrêmement difficiles d'accès. Les communications rapides s'interrompent. Les invitations automatiques aux réunions de l'élite disparaissent.
L'autorité tacite qui garantissait le respect dans les cercles les plus influents s'évapore du jour au lendemain. Cette ambiguïté constitue une forme particulièrement brutale d'exil institutionnel, car il n'existe aucun décret officiel pour protester ni aucune action directe pour contester formellement. Le rythme des accès s'arrête tout simplement. Camilla se trouve actuellement dans une situation de plus en plus étouffante et isolée au sein du palais. Les alliés traditionnels sur lesquels elle s'appuierait pour obtenir conseil et défense sont compromis ou neutralisés. Le roi Charles demeure son époux, mais c'est lui qui a autorisé la mesure administrative prise contre sa famille. Compteur sur son soutien concernant cette blessure particulière est stratégiquement impossible. La relation du prince William avec Camilla a toujours été strictement fonctionnelle, marquée par l'ombre permanente et non reconnue de la mort de sa mère. Il considère l'élimination de l'influence de sa famille comme une réforme institutionnelle nécessaire. Dès plus, le réseau de soutien extérieur de Camilla a été systématiquement démantelé. Sa sœur Annabel Elliot avait déjà été licenciée du duché de Cornouailles lorsque le prince William en avait pris le contrôle, la privant ainsi de tout accès aux affaires internes du palais. Camilla a obstinément maintenu son amitié de longue date avec Sarah Ferguson, la duchesse d'York. Cependant, suite à la publication début 2026 de documents liés à Epstein et impliquant le prince Andrew, Sarah Ferguson est devenue un atout majeur. Le prince William la considère comme une menace directe pour la réputation de la couronne, et le refus de Camilla de rompre cette amitié a gravement nui à son influence politique auprès des hauts responsables du palais. Par conséquent, la reine Camilla est entourée d'un roi qui la soutient, mais dont les intérêts sont remis en question, d'un héritier déterminé à mener une réforme institutionnelle impitoyable d'une princesse de Galles, dont le pouvoir s'accroît rapidement, et d'une princesse royale qui vient d'orchestrer avec succès la suppression des privilèges de sa famille. Bien que Camilla conserve officiellement le titre de reine consort, réside à Buckingham Palace et dispose d'un personnel royal, son influence institutionnelle réelle est profondément compromise. L'oc silence de la famille Parker Bowles après leur destitution est absolue. Aucune critique de restaurant, aucune allusion à des messages cachés de Tom Parker Bowles, aucune fuite auprès de journalistes complaisants, aucune réaction discrète par l'intermédiaire des correspondants royaux. Ce silence total témoigne d'une parfaite compréhension de leur nouvelle réalité, se plaindre publiquement de la perte de privilèges royaux non mérités, en pleine période de forte demande de transparence de la part du public, serait un suicide professionnel. Ils ont accepté leur destitution, car la contesteur n'aurait fait que souligner l'ampleur de la proximité hindoue dont ils ont bénéficié pendant 20 ans. La radiation des noms de Parker Bowles est une décision administrative irréversible. La monarchie britannique moderne ne réintègre pas discrètement des individus formellement écartés pour avoir bénéficié d'un accès privilégié. Cet événement n'est pas un différend familial passager. Il s'agit d'un signal institutionnel permanent. La transition entre le roi Charles et le prince William est en cours et représente une refonte complète du fonctionnement de la monarchie. Le palais est systématiquement restructuré pour devenir une entité plus restreinte, plus rigoureuse et soumise à une obligation de rendre des comptes implacables. La princesse Anne, agissant avec l'autorisation du roi et l'aval de l'héritier, a démontré que les anciennes règles de proximité royale sont révolues. Ceux qui avaient bâti leur influence sur la proximité, plutôt que sur une action concrète et directe,
ont désormais pris conscience des limites de leur pouvoir. La seule question qui demeure à Buckingham Palace est de savoir si cette purge est terminée ou si la princesse Anne examine actuellement la liste des prochains noms à rayer définitivement des archives royales.